Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 30 janvier. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre le grand reset de l'automne 1987 ?» Alors déjà, je me posais un petit peu la question hier, en attirant votre attention sur le fait d'abord que nous avons beaucoup de positions spéculatives sur les marchés, un encours de titres achetés à crédit d'ailleurs qui est le plus élevé de l'histoire, mais c'était déjà le cas en 1987, c'était déjà le cas également en l'an 2000. Nous avons également des turbulences monétaires, des décalages assez sauvages entre le dollar, l'euro et d'autres devises. Là aussi, autre trait commun avec l'automne 1987, où les États-Unis étaient déjà victimes quelque part de leurs déficits commerciaux, déficits que Donald Trump a décidé de corriger en refondant les traités commerciaux internationaux, toujours à l'avantage des États-Unis évidemment. Donc vous avez des turbulences sur les devises, des positions spéculatives sur les actions, et vous avez en plus de ça une tension des taux qui se poursuit, et qui atteint d'ailleurs un paroxysme hier, puisqu'on a vu nos OAT, les bons du Trésor français, la référence 10 ans, atteindre les 1%. Allez, 0,99 pour les puristes. Et sur le 10 ans allemand, on est maintenant à 0,71. Et alors que toutes les maturités d'émissions obligataires allemandes étaient négatives jusqu'à 8 ans, maintenant, même le 5 ans va passer en positif. Donc vous voyez que l'arrière-plan sur le fond des taux a franchement changé. Mais ce qui change aussi aujourd'hui, c'est l'appétit pour le risque. C'est du jamais vu. Non seulement nous avons des encours de position à terme qui sont les plus élevés de l'histoire, mais en plus de ça, une des demandes les plus fréquentes que reçoivent aujourd'hui les conseillers en gestion de patrimoine aux États-Unis, c'est comment est-ce que je pourrais nantir, c'est-à-dire mettre en garantie, ma future épargne retraite, déjà investie en actions, puisque c'est le fameux plan 401K, donc c'est un plan d'épargne en actions. Donc comment est-ce que je pourrais mettre ça en garantie pour obtenir plus de cash, pour faire plus d'actions à effet de levier? On arrive à des situations absolument fantastique. Quand on dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, là, il s'agit d'entasser des douzaines d'œufs dans le même tube. Mais il y a encore plus fort en termes de prise de risque. Sachez qu'après la grosse correction qu'ont subi les crypto-devises, eh bien, il y a aussi des Américains qui, pour moyenner à la baisse, se servent de leur carte de crédit, leur plastique monnaie, pour obtenir quelques milliers de dollars de plus pour faire la moyenne à la baisse sur le Ripple, sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, etc. Et puis bien sûr, certains doivent se demander qu'est-ce que va devenir leur investissement en NEM, le NEM. C'était la 9e ou 10e crypto-devise en termes d'encours. Et nous assistons au casse du siècle avec non pas 450 millions, comme je l'avais indiqué dans un de mes commentaires, un de mes flashs publiés vendredi, mais bien 520 millions de dollars hackés, c'est-à-dire qu'on a passé la barre du demi-milliard de dollars. On est bien au-delà des 400 millions hackés sur MTGOX, cette grande plateforme japonaise qui avait fait faillite à cause de cette opération de piratage. Alors qu'est-ce que sont devenus ces 520 millions de dollars de NEM ? Eh bien, c'est une opération probablement montée avec une préparation que je qualifierais de réellement splendide. Et on peut imaginer que les NEM hackés ont dû être convertis en Monero, c'est-à-dire une crypto qui garantit l'anonymat, ou alors une partie a été convertie en Bitcoin, mais sur des comptes Bitcoin anonymes. On peut aussi avoir des comptes anonymes sur l'Ethereum et sur d'autres devises, mais je parle du Bitcoin parce que c'est le plus liquide. Et pour convertir rapidement 520 millions, il faut effectivement venir sur une crypto où il y a de la liquidité. Donc,
ces 520 millions sont probablement déjà dans les poches des hackers, dans des paradis fiscaux absolument impénétrables, des Caïmans, des Panama, etc. Tout cela pour rappeler qu'il y a un risque majeur, bien sûr, quand on spécule sur les cryptos. D'abord, venir sur une plateforme bidon, où l'argent que vous versez va directement dans les poches des escrocs. Il y a la fragilité de la plateforme, et même celles qui sont les plus réputées, comme celle qui vient d'être hackée au Japon, eh bien, vous voyez qu'on arrive à avoir des opérations d'une sophistication extrême et qu'on trouve toujours des failles. Et sachez que le montant des Ethereum, Bitcoin et autres cryptos déjà hackés, eh bien, d'après les enquêtes, ce serait de l'ordre de 10 à 15% de l'encours. C'est-à-dire que là, si on se met à spéculer sur des cryptos, il faut effectivement être certain de gagner au moins 15% pour, globalement, ne pas perdre compte tenu du taux de hacking, on va dire, naturel, inhérent aux plateformes de trading. Voilà, donc nous sommes devant une situation d'appétit pour le risque, d'encours, de tension des taux, de désordre monétaire et de grand n'importe quoi de la part des investisseurs américains prêts à jeter à la poubelle leur 401K pour faire encore plus d'actions qui rapportent plus. Tout cela risque de nous donner une correction dont l'automne 1987 ne constituerait peut-être qu'un échantillon.